Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président gambien Adama Barrow lance son parti à moins d'un an de l'élection présidentielle prévue le 4 décembre 2021. Une volte-face pour celui qui avait pourtant promis de céder le pouvoir au bout de 3 ans lors de son investiture en 2017. La gouvernance du secteur halieutique est remise en question à Madagascar. Les aquaculteurs et les pêcheurs s'inquiètent des défaillances détectées dans la filière, des défaillances estimées à plus de 80 millions de dollars par an. Et le secteur minier tanzanien a enregistré une belle performance en 2020. Les revenus générés par le secteur aurifère ont augmenté de 33% grâce notamment aux exportations d'or qui ont atteint 2,95 milliards de dollars. Mais tout d'abord, en Somalie, le processus électoral accuse un certain retard à cause de désaccords persistants entre les acteurs politiques. Les élections qui étaient fixées au 8 février 2021 ne pourront pas se tenir à la date prévue, raison pour laquelle le président Mohamed Farmajo a appelé à l'organisation d'une série de consultations entre son gouvernement et les dirigeants des États régionaux. Un forum consultatif basé sur l'accord du 17 septembre 2020 débute ce mardi 2 février. Face à la pression croissante des partenaires internationaux, les acteurs politiques somaliens n'ont d'autre choix que de s'accorder sur un calendrier électoral commun lors de ces discussions. Le jeu politique se prépare en Gambie à moins d'un an de l'élection présidentielle qui se tiendra le 4 décembre 2021. Le président Adama Barrow a lancé son parti en vue de soutenir sa candidature à ce scrutin. Une initiative qui annule sa promesse du mandat de transition qu'il avait pourtant déclaré lors de son investiture en 2017 à Ménège. Le président de la Gambie, Adama Barrow, a lancé son parti au cours de meeting en vue de soutenir sa candidature à la présidentielle prévue le 4 décembre 2021. Il s'agit du Parti national des peuples, National People's Party, mis sur pied à moins d'un an de la tenue du scrutin et dit fondé sur la notion de véritable citoyenneté démocratique et patriotique. Il faut comprendre alors deux adages. Le premier adage est que l'appétit vient en mangeant. Et le deuxième adage est que la lutte unie, mais le pouvoir divise. Donc il est donc évident que les engagements qu'il avait pris à son inscription au pouvoir pour le respect de son mandat de 3 ans non renouvelable ne pourront pas se réaliser. Parce qu'en réalité, les prestiges liés à ce pouvoir lui ont permis alors de renouer des contacts à l'international, notamment le président Macky Sall qui a été l'un de ses principaux soutiens pour l'accession au pouvoir en Gambie, face à la résistance de ne pas reconnaître la défaite du président Yahya Jammeh. Adama Barrow n'a pas déclaré se présenter officiellement au prochain scrutin, mais cette volonté ne fait plus aucun doute selon plusieurs observateurs. En 2016, Barrow, soutenu par une coalition de 7 partis d'opposition, l'avait remporté sur Yahya Jammeh, qui régnait sur le pays depuis son coup d'État de 1994. Il avait ainsi pris l'engagement de céder le pouvoir au bout de 3 ans de transition et d'organiser une nouvelle élection à laquelle il ne pourrait pas se présenter. Le président Barrow ne dispose pas d'une base politique réelle. Et c'est l'incarcération de M. Dabo qui a suscité alors la candidature du président Barrow. Donc en créant un parti politique à sa guise de base ethno-tribale, essentiellement la tribu Pula de la Gambie, il va espérer alors briguer un second mandat, ce qui ne sera pas facile. Barrow semble renoncer à ses engagements et cette situation avait provoqué en décembre 2019 et janvier 2020 des manifestations suivies d'affrontements. Ceci lui avait d'ailleurs coûté le désaccord du Parti démocratique unifié de l'opposant historique Ousseynou Darboué qui avait mis fin à son compagnonnage avec le président gambien. Le séjour de 5 jours au Cameroun du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, prend fin ce mardi 2 février. Durant sa mission, ce haut représentant du Vatican a délivré un message de paix, notamment pour la région du nord-ouest du Cameroun, touchée par la crise séparatiste anglophone depuis 2016. Nathalie Mauve. Le Vatican a envoyé son émissaire porter un message de paix pour le Cameroun. Du 28 janvier au 2 février 2021, le secrétaire d'État près le Saint-Siège, Monseigneur Pietro Parolin, a mis à profit son séjour pour rencontrer divers acteurs impliqués dans la résolution de la crise anglophone.
je suis ici pour manifester l'attention et la solidarité du Saint-Père François envers le Cameroun, surtout dans les difficultés qu'il expérimente. Et on a parlé avec le président beaucoup de la situation du nord et sud-ouest. Et nous souhaitons vraiment qu'on puisse avoir paix dans cette région. Le cardinal Pietro Parolin est venu en visite d'État au Cameroun, une mission qui reflète l'engagement diplomatique du Vatican pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en raison des excellentes relations bilatérales qui lient les deux États. On a parlé de beaucoup de problèmes. On a pratiquement touché un peu tous les points de la situation actuelle au Cameroun. Point fort de la présence de Monseigneur Pietro Parolin au Cameroun, sa visite le 31 janvier 2021 à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest. Une action d'envergure du Vatican selon les populations. Le Saint-Siège plaide pour un dialogue entre les parties en conflit depuis plus de 3 ans. Au Niger, la Cour constitutionnelle a tranché après avoir étudié les recours des candidats contestataires lors du premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. La juridiction a validé le duel entre le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, et l'ancien président Mahaman Ousmane. Ils s'affronteront donc lors du deuxième tour prévu le 21 février. Joël-Marie Ballot. Le 21 février 2021 se tiendra le second tour du scrutin présidentiel au Niger. Après proclamation des résultats définitifs du premier tour, le 29 janvier 2021 par la Cour constitutionnelle nigérienne, les électeurs vont faire valoir leur voix autour de 2 candidats. Il s'agit de Bazoum Mohamed, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Taraya, et son homologue du renouveau démocratique et républicain Tchandji, l'ancien président Mahaman Ousmane. Ces derniers accèdent au second tour de la présidentielle avec respectivement 39,30% et 16,98% de suffrages exprimés valables. Candidats arrivés en tête lors du premier tour sont Mohamed Bazoum avec 1 879 629 voix, soit 39,30%. Mahaman Ousmane avec 812 412 voix, soit 16,98%. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 au Niger ont connu la participation de 30 candidats en lice. Des candidats qui ont dû être départagés par 5 189 132 électeurs nigériens sur les quelques 7,4 millions inscrits sur les listes électorales, soit un taux de participation de 69,68%. La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour déclare par conséquent Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane candidats au deuxième tour des élections présidentielles. Les dés sont jetés. Lancée depuis le 31 janvier, la campagne électorale pour le second tour prendra fin le 19 février 2021 à 23h GMT. Elle opposera Bazoum Mohamed, dauphin du président sortant, à Mahaman Ousmane, ancien président de la République du Niger. Également dans l'actualité, en Algérie, la Banque centrale a décidé d'accorder 6 mois supplémentaires aux banques pour augmenter leur capital social. Le délai était initialement fixé au 31 décembre 2020, mais il a été ajourné au 30 juin 2021. Une rallonge pour permettre aux 20 établissements bancaires qui exercent en Algérie ainsi qu'aux 8 établissements financiers agréés dans le pays de disposer d'un capital minimum de 20 milliards de dinars, soit 150 millions de dollars pour les banques et de 6,5 milliards de dinars, soit 49 millions de dollars pour les établissements financiers. Ce délai supplémentaire accordé est dû aux répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l'activité économique.
À Madagascar, les acteurs du secteur halieutique tirent la sonnette d'alarme. Les pêcheurs et les aquaculteurs s'inquiètent du budget destiné à l'autorité sanitaire halieutique ainsi que des pertes du secteur estimées à près de 80 millions de dollars par an. Philomène Tiné. À Madagascar, les filières halieutiques traversent actuellement des problèmes économiques, notamment liés à la faiblesse de la gouvernance économique. Selon le groupement des entreprises de Madagascar et le groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes, cela fait perdre à l'État malgache plus de 80 millions de dollars par an en termes d'exportation des ressources marines. Madagascar se trouve face à de nombreux défis dans le secteur halieutique, puisque c'est un secteur qui a été quand même laissé relativement à l'abandon. Le groupement des aquaculteurs et des pêcheurs et des entreprises officiant dans le secteur halieutique s'est réuni que à deux reprises au cours de ce siècle présent. Par ailleurs, il y a aussi un stade primaire uniquement qui est exploité aujourd'hui, avec un certain nombre de pêcheurs qui peuvent vivre du secteur halieutique. On estime aujourd'hui à 1,5 million de personnes qui vivent de la pêcherie. Également, il est à noter que le montant annuel nécessaire au fonctionnement de l'autorité sanitaire halieutique du pays de 1,3 milliard d'ariary, soit environ 290 000 euros, n'est plus assuré. Cette situation qui prévaut dans le secteur halieutique malgache fait craindre au groupement des aquaculteurs et pêcheurs un embargo sur toutes les exportations halieutiques malgaches à destination de l'espace européen de la part du comité vétérinaire permanent de l'Union européenne. L'un des enjeux auxquels doit se souscrire Madagascar, c'est l'enjeu entre un attelage entre la pêche économique et la pêche responsable. Il faut nécessairement qu'il y ait un regard sur les normes environnementales et il faudra aussi que l'État investisse en termes de régulation pour permettre à ce secteur qu'il soit davantage sous les radars étatiques pour générer des recettes publiques. Le groupement des entreprises de Madagascar et celui des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes ont alors formulé 8 suggestions pour une meilleure gouvernance du secteur halieutique, dont l'exigence de plus de transparence sur l'octroi des droits de pêche, une meilleure organisation et représentation de la filière, l'adoption par l'Assemblée nationale du plan de lutte contre la pêche illégale. La pandémie de Covid-19 n'aura pas plombé le secteur aurifère en Tanzanie. L'or a rapporté près de 3 milliards de dollars au pays en 2020, ce qui représente une hausse de 33% par rapport à 2019. Les revenus générés grâce aux exportations d'or ont été plus importants que ceux engrangés par le tourisme. Plus de détails avec Mildred Yamou. Les exportations d'or en Tanzanie ont généré 2,95 milliards de dollars en 2020. D'après un rapport publié par la Banque centrale fin janvier 2021, cette performance représente une hausse de 33,5% par rapport aux 2,21 milliards de dollars rapportés en 2019. Cette performance tient de ce que le marché mondial s'est contracté, l'offre mondiale de l'or s'est contractée, venant de l'Europe, venant de l'Asie, venant de l'Amérique. Alors qu'en Afrique, le confinement a été sommaire. Le confinement n'a pas été très rude, n'a pas été très drastique comme partout ailleurs là-bas, en Europe, en Amérique et puis en Amérique latine ou au Canada. Et c'est la raison pour laquelle donc le secteur de l'or au niveau de la Tanzanie s'est porté de mieux en mieux. Et je peux prédire également que, vu le contexte actuel, si on va sur la succession des confinements, on va se retrouver encore avec, en fin d'année 2021, un secteur aurifère tanzanien qui aurait contribué à hauteur de plus de 3 milliards au trésor public tanzanien. La flambée du prix d'or sur les marchés mondiaux en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 a bénéficié aux compagnies minières africaines. Cette bonne performance enregistrée par le secteur aurifère de la Tanzanie s'explique par la hausse du coût de l'or et par l'augmentation de la production au cours de la dite période. Le gouvernement tanzanien, pour garder cette embellie-là, a simplement à investir. Le gouvernement tanzanien a simplement à mettre à la disposition des agents du secteur les moyens modernes qui permettent, par exemple, d'exploser une roche, d'exploser un affleurement rocheux, de creuser également, je vois rapidement, une petite dynamite, je vois également les pelles excavatrices, je vois également les pelles chargeuses, je vois également les rétropelles. Donc, si on met ces petits engins, quand je dis petit, c'est par rapport au budget de l'État, mais par rapport à un individu personnel, ça coûte beaucoup d'argent. Donc si le gouvernement subventionne donc l'acquisition du matériel de mines professionnelles, mines non pas artisanales, mais mines industrielles, je suis convaincu qu'on
on pourra davantage produire de l'or cette année en Tanzanie et par voie de conséquence, comme le prix va s'apprécier sur le marché international, cela leur donnera l'occasion de multiplier par 2, par 3 ou pourquoi pas par 4 les recettes attendues de ce secteur-là dans le trésor public tanzanien. Ce résultat est lié en partie au règlement des différends opposant la compagnie minière Barrick Gold au gouvernement tanzanien, ce qui a permis d'augmenter les exportations. Pour rappel, l'or constitue l'essence du secteur minier tanzanien et représente avec le tourisme l'un des piliers de l'économie. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, les élus locaux de la Casamance appellent à en finir avec l'insécurité qui perdure dans cette région. Des manœuvres militaires ont été lancées depuis le 26 janvier pour neutraliser les éléments armés qui ont trouvé refuge dans cette zone. Notons que dans la commune de Djibanar, 23 villages sont abandonnés depuis une vingtaine d'années malgré les interventions militaires. Enfin, pour rappel, cela fait presque 40 ans que la Casamance est secouée par un conflit entre l'État et les indépendantistes du MFDC. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.